j'espère que vous avez vu le commandant Babo. Nous n'allons pas mettre trop de commentaires. Je vais vous montrer maintenant la conférence que M. Vital Kamerhe a dirigée. Il a parlé de la crise au Congo et des solutions à apporter. De l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Depuis les temps immémoriaux, qui remontent à l'exploration de la région des Grands Lacs, en passant par la colonisation, la politique de diviser pour mieux régner a fini par créer la haine entre deux groupes ethniques. Si pendant longtemps, ce conflit s'est déroulé au Rwanda et au Burundi depuis plus de 15 ans, ces pays, suite à certaines erreurs et naïveté de la communauté internationale, et j'allais même dire complicité interne au Congo, ont réussi à transposer leurs conflits internes sur le territoire congolais. La partie est de la République démocratique d'aujourd'hui est transformée en un véritable théâtre où se commettent massacres, pillages, viols et violences à la femme. Les bilans macabres, 5 millions de morts, plusieurs centaines de milliers de femmes violées, plusieurs villages brûlés, plus de 2 millions de déplacés, le Congo, le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie et l'Angola. De l'autre côté, le Rwanda, l'Ouganda, avec le mouvement de rébellion du Congo. Nous avons signé l'accord de Lusaka le 10 juillet 1999. Le peuple congolais avait cru qu'avec la signature de l'accord de Lusaka, la page sombre de l'histoire, faite de guerres, de misères et de massacres dont je vous ai épargné la libération tout à l'heure, cette page sombre allait être tournée. Mais c'était un espoir vain. Et très vite, on s'est rendu compte que l'accord de Lusaka n'a pas fonctionné et n'a pas ramené la paix au Congo. Le 8 avril 2000, pour tenter de débloquer l'accord de Lusaka qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas ramené la paix, sous l'impulsion des Nations Unies, le plan de désengagement de Kampala fut signé par le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Et tout le monde, encore une fois, dans un délat de naïveté généralisée, avait cru que la paix allait survenir au Congo dans les jours qui suivaient. Mais rien n'y fit. Parce que, un mois après, soit le 16 mai 2000, les armées du Rwanda et de l'Ouganda. Et là, la grande question qui s'était posée, puisque la communauté internationale, jusque-là, avait du mal à désigner par leur nom les agresseurs du Congo. Mais devant ce cas de flagrance, c'est pour la première fois que le Rwanda et l'Ouganda vont être cités comme agresseurs de la République démocratique du Congo. Et c'est à l'issue de la résolution 1304 qui avait été prise au mois de juin 2000. Et dans cette résolution, on demandait aux armées du Rwanda et de l'Ouganda de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo sans poser d'autres conditions. Encore une fois, espoir déçu, parce qu'avec cette résolution et cette implication musclée du Conseil de sécurité, nous pensions que la paix allait survenir. Mais la paix n'est pas survenue. Il y a eu encore des massacres à Kisangani, des corps de jeunes jetés dans la rivière Chopo, pour ceux qui connaissent la ville de Kisangani. Et nous ne parlons pas de la destruction des infrastructures sociales, sanitaires et autres. Pour tenter de débloquer le processus de paix visiblement en panne, le président Thabo Mbeki, de l'époque, de l'Afrique du Sud, avait initié ce que nous avons appelé le processus de Maputo. Il avait tenté d'isoler les États des mouvements de rébellion interne pour voir si, entre États, il y avait moyen de conclure un accord qui allait inévitablement entraîner la fin des hostilités sur le terrain. C'est ainsi que le 27 novembre 2000, sous l'égide du président Mbeki, le président de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie, du Rwanda, de l'Ouganda, en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, se sont retrouvés à Maputo. Et cette réunion de Maputo, je me rappelle encore, s'est terminée en queue de poisson. Parce que pour le président du Rwanda, c'était une guerre interne entre les Congolais, et c'est ce qui avait énervé Laurent Désiré Kabila, président de l'époque, et qui avait dit qu'il ne pouvait plus supporter de rester dans une réunion où visiblement la communauté internationale avait du mal à désigner l'agresseur ou les agresseurs du Congo de façon claire.
La réunion s'est donc terminée en quai de poisson. Mais 5 jours après, le 3 novembre, nous allons signer ce que nous avons appelé le sous-plan de désengagement des Harare. Le sous-plan de désengagement des Harare, pourquoi faire? Parce que, comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, nous avons signé le plan de désengagement qui consistait, c'est un plan qui avait été élaboré par la communauté internationale, qui consistait là où les troupes étaient en contact, de se redéployer en arrière, chaque troupe de 15 km pour créer un couloir dans lequel les observateurs des Nations Unies allaient se déployer, et de telle sorte que le processus devienne irréversible. Dans un rayon de 30 mètres, il faut avoir les armes sophistiquées pour relancer les hostilités, avaient estimé les Nations Unies. Les opérations militaires, là où les troupes étaient en contact, il y avait 4 zones de combat. À Bouende et à Lissala, l'Équateur, où il y avait concentration de troupes zimbabwéennes, des FARDC, angolaises, face aux troupes de l'Ouganda et du MLC. C'est placer des observateurs de la Nations Unies de façon à empêcher la reprise des autres. Malheureusement, c'est un mois après, Laurent Désiré Kabila va être assassiné dans son bureau de travail. Ce fut un grand tournant dans le processus de paix en République démocratique. Je ne vais pas vous énumérer tous les rendez-vous avec la paix manqués, mais je voudrais très rapidement vous dire que le 17 décembre 2002, les parties congolaises, composantes et entités, c'est comme ça qu'on les avait appelées, avaient signé l'accord global et inclusif à San City, qui avait prévu l'organisation des transitions politiques avec à la clé l'organisation des élections et la réunification du pays, de l'administration et de l'armée, puisque le pays était divisé en 3 administrations. Nous avons donc, à partir du 30 juin 2003, tenu la transition en République démocratique du Congo. Cette transition a conduit à l'organisation des élections. Les élections se sont tenues le 30 juin 2006 et désormais nous avons des institutions ici des élections. Là encore une fois, le peuple congolais a cru qu'avec les institutions issues de sa volonté, la paix va être pour bientôt sur l'ensemble du territoire congolais. C'était sans compter avec une stratégie de faire au fait, ou alors des cartes, des réserves que le Rwanda s'est réservé à tout moment pour faire pression sur la République démocratique. Dans la désillusion générale et étonnement général, un général qui venait d'être nommé commandant région dans le Nord Kivu va refuser d'obtempérer à l'ordre de la hiérarchie militaire pour venir prêter serment avec les autres généraux à Kinshasa, de façon à consacrer la réunification militaire du pays. Il s'agit du général Kunda Batouari. Ces faits apparus à l'honneur aux yeux de la communauté internationale. Il s'agit d'une matière abondante jusqu'aux opérations conjointes dans le Nord Kivu, au Sud Kivu et en province orientale. Nous sommes convaincus que les spécialistes des relations internationales, devant la panoplie des instruments juridiques qui ont émaillé le processus de paix en République démocratique du Congo, risquent de perdre l'air latin parce qu'ils vont se demander pourquoi tant d'efforts pour si peu de résultats. Parce que aujourd'hui, la problématique de la paix demeure, j'allais dire entière, parce que pour nous, la paix n'est pas encore revenue par les démocratique du Congo. Parce que la guerre a tout simplement changé de stratégie. Nous enregistrons maintenant des villages brûlés, où on force les populations entières à se déplacer. Les statistiques des Nations Unies indiquent près de 2 millions de déplacés internes à République démocratique du Congo. Nous assistons à des assassinats ciblés des prêtres, des religieux, des leaders d'opinion, des journalistes. Et très dernièrement, nous avons vu, on a commencé aussi l'assassinat des notabilités locales. Où est-ce que nous allons avec ce processus? Nous allons très rapidement passer en revue une série d'initiatives qui avaient été prises et essayer avec vous d'identifier un certain nombre d'erreurs qui avaient été commises dans la recherche de la paix en République démocratique. Nous disons donc la région des Grands Lacs pour analyser sa problématique actuellement, puisque le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont réussi à transporter leurs conflits internes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Analyser ce processus de paix de la région des Grands Lacs nous amène à nous appesantir sur ce qui s'est passé dernièrement à l'est de la République démocratique du Congo, avant de présenter notre vision en ce qui concerne la paix durable dans la région des Grands Lacs.